Goscinny et Uderzo, première question, comment est né Astérix? Puisque vous êtes les deux créateurs de ce personnage mondialement connu maintenant. Je m'adresse déjà au scénariste ou au Oui, dessinateur? Au chacun peut scénariste. vous répondre. Eh bien, il est né très simplement. Nous devions faire une histoire pour le journal que nous venions de créer et nous avons pensé à faire des Gaulois, très simplement. Et c'est comme ça qu'il est né. C'est le premier niais des personnages, avant Obélix, Abra Raccourci, etc. Oh, il est né le premier, oui, mais enfin, il a été suivi de très près par tous les autres. Il a suffi de quelques heures à peine pour que toute l'histoire, toute la base de l'histoire soit bâtie. Uderzo, est-ce que vous avez tout de suite trouvé le bon Astérix? Ou est-ce que votre crayon s'est laissé aller à quelques tentatives avant de découvrir ce Astérix que nous connaissons maintenant? Non, le premier Astérix, évidemment, était tout à fait différent de celui que vous connaissez. Il était d'abord très grand, il ressemblait davantage à Vercingétorix. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait le genre aujourd'hui. Et je dois dire que je le sentais peut-être un peu moins que le sentait Goscinny. Goscinny voyait tout de suite le petit teigneux, l'affreux petit bonhomme qui était toujours prêt à la bagarre. Et puis alors, bon, on en a discuté évidemment, et alors là j'ai dû rectifier le tir et le réduire de moitié. Goscinny, vous êtes scénariste d'une autre bande dessinée très connue parmi les jeunes, c'est Lucky Luke, qui est dessinée alors par Maurice, qui est un autre caricaturiste. Comment expliquez-vous que Lucky Luke n'ait pas, disons, rencontré le succès d'Astérix, ou que Astérix ait rencontré un succès beaucoup plus formidable que Lucky Luke? Eh bien, c'est-à-dire, le succès d'Astérix est une chose, disons-le objectivement, un peu sans précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition, alors que Lucky Luke est un très grand succès d'édition. Lucky Luke a 20 ans, il a des albums, plus de 30 albums qui se vendent à des tirages assez confortables. Pensez-vous qu'Astérix, je m'adresse aux deux, a remplacé Tintin? Non, 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 Non. surtout pas. Monsieur Hergé, le créateur de Tintin, est pour nous ce qui s'appelle un grand ancien. Et quand je dis un grand ancien, ça ne veut pas dire un vieux machin. Pas du tout. Il a énormément de talent. Son Tintin est une chose que nous admirons beaucoup et ça n'a rien à voir. Parlons un peu d'Astérix et Cléopâtre, puisque c'est le sujet qui nous intéresse tout spécialement aujourd'hui. C'était un livre et ça va devenir un film très prochainement sur nos écrans. Quel problème pose l'exploitation cinématographique d'une bande dessinée ou la transposition au cinéma d'une bande dessinée? C'est un énorme travail, bien sûr. D'abord, il faut transposer complètement. Il nous a fallu écrire un nouveau scénario en nous basant sur celui du livre. On a dû totalement le réécrire, le dessiner, trouver des situations cinématographiques, des gags d'action, de mouvement, des intermèdes musicaux. Et puis, il y a l'énorme travail d'un dessin animé qui occupe 200 personnes pendant un an, ce qui est très insuffisant. Astérix et Cléopâtre a marqué une date historique dans l'histoire de la bande dessinée. C'est l'apparition de l'histoire à grand spectacle, avec tous les moyens que cela représente, 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, un crayon à mine dure, etc. Comment est né cet album plus précisément? Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet? Bon, je crois que Goscinny en a des tas à vous raconter. Nous avions une idée de faire quelque chose en Égypte. Et puis à ce moment-là, effectivement, est sorti ce film dont on a parlé très longtemps. Et je dois dire que ça nous a tout de même un peu influencé. Puis Cléopâtre, de toute façon, on aurait traité le sujet, puisque César, Cléopâtre, ça tombait très bien. Et quand on a vu le film, on est sorti de là, mais vraiment en gambadant, parce qu'on s'est dit, ça c'est formidable pour nous, ils nous ont écrit un scénario. Combien de fois l'avez-vous revu? On l'a revu une seule et unique fois, mais on avait l'impression de le revoir. Mon Dieu. Et quelles sont les, disons, les réminiscences du film que l'on trouve dans l'album? Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Cléopâtre, film à grand spectacle avec Liz Tyler. Eh bien, tout d'abord, on trouve la couverture. Oui. Qui est une parodie de l'affiche. Qui est une parodie de l'affiche où Astérix a tenu absolument à être rajouté. Et puis le grand spectacle. Oui, le décor. Le Le décor décor. est inspiré du film. Ne serait-ce que le trône de Cléopâtre, qui était un trône assez extraordinaire, que aucun dessinateur, je pense, n'aurait pu imaginer. Il fallait avoir l'esprit hollywoodien pour sortir un trône pareil. Je veux dire que ça nous a beaucoup aidé parce que, d'ailleurs, on n'a jamais eu de critique de ce côté-là sur le plan historique. Je dois dire, nous avons été très inspirés par nos camarades du film Cléopâtre et nous tenons à les remercier publiquement d'ailleurs. Ça, faut le faire. Le poète a écrit que si Cléopâtre avait eu un nez différent, la face du monde aurait été différente elle aussi. Est-ce que le nez de Cléopâtre a posé des problèmes au dessinateur? Eh bien oui, du fait de lui adjoindre, de lui mettre un nez assez long, vraiment ça ne l'embellissait pas, et ça lui donnait un visage assez bizarre. Alors j'ai dû faire un compromis. Je lui ai fait un nez un peu long, mais pas trop long tout de même.
que j'ai dû d'ailleurs, qu'on a dû faire raccourcir pour le film. Oui, ça m'a permis de lui faire ce jeu de mots dont je suis encore fier. Oh, qu'il est beau le tarin de Tarenne. Voir un avion pressé d'arriver, vous repartez pour la France en bateau, peut-être parce que vous n'avez pas de quitter, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous font préférer le bateau à l'avion? Ah oui, j'aime beaucoup le bateau, j'ai toujours beaucoup aimé le bateau, et ensuite, à bord du bateau, je n'ai pas peur. À bord de l'avion, vous avez peur? Tout le temps. Dans un studio? Aussi. J'ai l'impression d'être en avion. Je décolle au fur et à mesure. Mais vous ne montrez pas de bateau, alors... Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le bateau? Le bateau, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais la principale chose, c'est que on oublie tous ses soucis à bord d'un bateau. Je n'ai pas plus de soucis que la normale des gens, Qui est déjà beaucoup. qui a déjà beaucoup de soucis, mais dès qu'on monte sur un bateau, on vit dans une vie spéciale qui fait qu'on oublie tout. Et on n'a plus que les petits soucis de savoir si on aura une bonne table dans la salle à manger, s'il y aura du saumon fumé à midi, quel est le film qu'on présentera ce soir, et je suis fait pour ce genre de vie. Si j'en parle, vous pensez bien que c'est avec une astuce derrière la tête, c'est pour signaler que votre dernier ouvrage n'a rien à voir avec Astérix, et que c'est un ouvrage qui s'appelle Tous les visiteurs à Terre, qui vient tout juste de paraître, et dans lequel vous décrivez cette espèce de vie communautaire très éphémère qui existe à bord d'un bateau. Il y a des types humains que vous avez observés. J'aimerais bien que vous nous en parliez juste un petit peu avant de passer à autre chose. Oui, eh bien, sur un bateau, même le bateau le plus luxueux devient une pension de famille. Avec ses petites jalousies, tout le monde surveille pour voir quels sont les privilèges qu'a le voisin. Or, les privilèges à bord d'un bateau sont gratuits et ils dépendent du bon vouloir du maître d'hôtel. Et en général, ces privilèges se révèlent sous la forme de crêpes Suzette. Parce que les crêpes Suzette, on les flambe et ça se voit de loin. Et c'est ça qui est agréable, c'est de manger quelque chose qui se voit de très loin, puis les autres le voient. Alors on est heureux comme ça. Alors il y a toutes sortes de gens. Il y a par exemple le couple qui a déjà voyagé sur la Lune et qui connaît le commissaire, ce qui est le cas de ma femme et de moi quand nous allons embarquer sur le France, et c'est odieux ça. C'est odieux pour le commissaire surtout, parce que lui il aurait peut-être envie de faire autre chose que de parler avec ce couple. Il y a également des enfants qui sur les bateaux quelquefois ne sont pas très faciles à supporter parce qu'ils s'ennuient un petit peu. Alors ça devient une obsession, il y en a toujours un qui est spécial. L'affreux Jojo, là. L'affreux, c'est celui qui a le mal de mer quand plus personne ne l'a. Tout le monde a terminé d'avoir le mal de mer, mais lui, il est malade. Alors ça, c'est très déplaisant. Avez-vous observé avec quelle facilité ou quelle difficulté des groupuscules, on dirait maintenant, depuis 1968, des groupuscules se forment à bord des bateaux, comme les gens se jaugent avant de lier connaissance? Absolument, parce que les gens appartiennent à terre, à une société, et quand ils s'embarquent, ils disent, moi, ce que je veux en voyageant, je veux être seul, je veux qu'on me fiche la paix, je veux être tranquille. Et puis quand ils sont à bord, on leur fiche la paix, ils sont tranquilles, et c'est horrible. Alors ils essayent de faire partie d'une société, et ils doivent renouveler, enfin, tous les efforts. Alors il y a des sociétés plus ou moins chics qui se forment, et ce sont des clans très fermés. Et alors, tout se dérègle à bord d'un bateau. Moi, j'ai fait un voyage et j'ai entendu une phrase qui restera pour moi un souvenir que je vais chérir longtemps. C'est un papa qui disait à sa petite fille, mange ton caviar et tais-toi. Ça, je vous assure que ça vaut la peine de naviguer pour entendre ça. Ça prouve que les bateaux représentent vraiment ce qu'il y a de pire et de meilleur dans la société de consommation. Exactement, exactement. Écoutez, Goscinny, vous êtes prêté, vous avez accepté de vous prêter à un petit jeu, et je vais l'expliquer rapidement. Mais je tiens à dire que vous êtes prêté au jeu, mais vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Il faut bien qu'on soit franc quand on l'est. Hein? Je vous ai mis au courant du fait qu'au cours du mois de mai, il y a eu, dans le cadre d'une série d'émissions à Radio-Canada, qui d'ailleurs est très populaire, qui s'appelle Tous pour un, il y a eu une série consacrée à Astérix. Et on a demandé à des concurrents, et finalement on a éliminé certains concurrents, on a choisi une concurrente, on lui a posé des questions au sujet d'Astérix. Et la jeune fille s'en est très bien tirée, et j'ai cru que ce serait intéressant de savoir comment le créateur d'Astérix, lui, s'en tirait. Bien sûr, on ne vous fera pas passer tous les tests, mais on va vous en faire passer un qui va arriver sur l'écran d'ici quelques instants, et puis vous aurez 30 secondes pour répondre. Écoutez bien, regardez bien. Astérix,
et Obélix vont à la plage pour voir ce que font les Normands. Obélix suggère de trouver une astuce pour les faire débarquer. Les Normands qui veulent apprendre ce que c'est que la peur débarquent d'eux-mêmes au rythme de leur sauvage chant guerrier. Je veux voir ma Normandie. Dès le débarquement, Grosse Basse, le chef normand, prend toutes ses dispositions pour un camping bien organisé sur cette nouvelle terre qu'il compte conquérir. Pendant ce temps, Astérix et Obélix se sont cachés derrière une dune de sable. C'est ainsi qu'ils aperçoivent Grosse Basse donner des ordres à 7 de ses hommes pour le campement et les féroces guerriers s'affairent autour des troupes. Voici ma question. Quels sont les 7 Normands à qui il a commandé ce travail? Je vous demande leur nom. Il y en a 7, au moins 6 sur 7. Vous avez 30 secondes, si vous voulez, pour y réfléchir. 30 secondes. Il y avait Bagdad, Mhm. il y avait Épitaphe, Oui. j'espère qu'on vient de l'inventer. Il y avait... J'aurais mieux fait de rester chez moi. Un bon mouvement. Ça se terminait en as. Ah oui, tiens, ça c'est pas mal ça. Eh bien, les 30 secondes sont écoulées, et puisque la gagnante est dans la salle avec nous, Mlle Gertin, est-ce que vous avez des réponses? Ah oui, Paras, Épitaphe, Cénotaphe, Complètement Paf, Belgaphe, Mataphe et Bagdad. Voilà. C'est pas extraordinaire. Écoutez, il serait peut-être utile, Mlle Gertin, que vous expliquiez à M. Goscinny quelle est votre méthode de travail, parce que la sienne... Ah oui, manifestement, c'est-à-dire qu'il faudrait pas seulement que je l'écris, il faudrait que je le lise aussi. Comment faites-vous pour vous souvenir de tout ça? Bah, d'abord, je les ai lus énormément de fois, à peu près 30 à 35 fois. Parce qu'en fait, je me préparais pour le concours. Et puis ensuite, j'ai fait des fiches. Et puis, j'ai appris par cœur, simplement. Vous mettiez les noms des personnages et tout ça? Oui, les noms de villes, les noms de personnages. Les choses qui revenaient souvent, là, je mettais ça ensemble. Bien, félicitations, mademoiselle. Je pourrais avoir les questions pour Uderzo quand Alors, j'avais pensé de vous demander maintenant de poser des questions à Mme Gertin, mais comme vous ne connaissez pas les réponses, c'est pas la peine de C'est pas la continuer. peine. Merci beaucoup et bravo. C'est pas à vous que je dis ça, hein. Non, je me rends compte. Écoutez, je suis assez fier d'avoir été ridicule au Canada. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas donné à tout le monde au Canada. Pays par pays, comme ça, on se fait une réputation. Exactement. Et vous en avez fait des pays, parce qu'on revient à vous maintenant. C'est assez vous humilier. Maintenant, on va tâcher de construire le socle. Ah oui, je n'ai pas été ridicule partout. On va vous construire un petit pavois, comme ça. Très bien, oui. En commençant par les débuts. Il est évident que ce succès n'était pas du tout prévu. Le succès d'ailleurs même en France n'était pas prévu. On a d'abord été heureux de connaître ce succès avec René Goscinny. Et puis ensuite, ce succès est apparu en Allemagne, d'abord en Allemagne, avec un succès aussi, disons, presque aussi énorme qu'en France. Ça nous a rassurés parce qu'on expliquait d'abord qu'Astérix faisait l'apologie du général de Gaulle et surtout titillait un peu le côté franchouillard du français, ce qui n'était pas du tout notre désir. Et à partir du moment où le succès est apparu ailleurs, on a été rassurés. J'espère qu'il va nous survivre, qu'il pourra vivre encore ce qu'il pourra vivre. Vous savez, la vie d'un héros, finalement, ne tient que par le bon vouloir des lecteurs. On a eu justement ce privilège de parler d'une époque qu'on connaît très mal, que même les historiens connaissent mal, sur laquelle on a pu jouer avec la fiction et transposer ça avec le caractère français que l'on connaît.